Et s'il y en a en avant, c'est simple en avant, point. Sud Radio, la radio du rugby. Des millions, vous êtes charmante. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? Où est l'argent? Où est l'argent? C'est mon peu de noir. En fait, j'ai retiré de l'argent. Amis, ouvrez vos cœurs, non n'ayez pas peur, l'argent ne fait pas le bonheur. Shut up and take my money. Je comprends pas pourquoi j'ai dit ça, mais je trouvais ça marrant. Philippe Spanghero, bonsoir. Bonsoir messieurs, Quentin, t'as passé un bel été, t'as pas beaucoup travaillé parce que ce jingle, depuis 3 saisons maintenant, t'as décidé de pas te renouveler du tout, tu ça sais quand Si, si, sache que l'année dernière, il a enlevé le moment où tu chantes en rouge et noir, quand même. Oui, et parce qu'on me l'a demandé, sache-le. Qui te l'a demandé? Parfait. C'est un Philippe S qui l'a demandé. On m'a demandé, voilà, pour des questions de noblesse, etc. Tu vois. Ouais, Philippe bon, Spanghero après, qui, ça de a plagiat. ça a quand même créé une belle vraie histoire commune avec Jeanne Masse. Ouais. Et c'est pas neutre. C'est pas neutre. C'est pas neutre, effectivement. Philippe Spanghero qui a sorti son 2e livre, Nom du clan, entre héritage, transmission et loyauté. Comment écrire son histoire, avec la préface de Michel Denisot, les témoignages de Laurent Tapie, de Nicolas et Lucas Karabatic. C'est un livre important, un livre intéressant sur le rapport familial, mais aussi sur le monde du sport, qui est aussi une famille en soi. C'est aux éditions Alicio et c'est disponible depuis hier. Procurez-le vous, on vous le conseille. Philippe Spanghero, on va parler de la Coupe du Monde de rugby féminine avec déjà un premier constat, c'est un incroyable succès populaire, mais un modèle sportif qui pose question. Globalement, déjà, on va attaquer sur ce succès populaire, des stades pleins, un comité d'organisation anglais qui semble avoir été très fort en termes d'organisation et surtout en termes de financement pour parvenir à une telle exposition et à de tels moyens mis en place. Oui, mais World Rugby de toute façon avait ciblé cette compétition et cette édition particulièrement comme étant celle qui devait faire décoller vraiment le rugby féminin dans le monde. En le confiant aux Anglais, ils se sont pas beaucoup trompés puisqu'on sait qu'ils sont quand même des modèles d'organisation de ce type d'événement. La Coupe du Monde en Angleterre avait été une grande réussite aussi bien organisationnelle que financière. Les Anglais sont en plus de très bons gestionnaires. Donc, en tous les cas, si une édition doit vraiment permettre de donner cet élan, ce coup d'accélérateur qu'on attend pour le rugby féminin, c'est celle-ci. Et pour l'instant, on n'est pas déçus puisque il y a quelques jours, 375 000 places avaient déjà été vendues sur un potentiel de 420 000. Donc, on est sur des pourcentages très élevés. On est déjà à guichet fermé pour la finale et on aura atteint lors de la finale de cette édition le record absolu d'affluence pour un match de rugby féminin qui est aujourd'hui d'à peu près 42 000 personnes déjà en Angleterre pour un match du tournoi, un crunch Angleterre-France. Donc voilà pour les chiffres. En tous les cas, quoi qu'il arrive à ce stade, c'est une grande réussite populaire pour l'organisateur et pour World Rugby. Est-ce que c'est au-delà des espérances ? Au-delà, je sais pas, puisque il y avait une ambition forte qui avait été explicite de la part de World Rugby et de l'organisateur. Donc ils sont à minima dans les clous, ça c'est une certitude. En tous les cas, on reviendra après sur les questions qui restent en suspens, notamment par rapport au modèle économique. Mais à ce stade, c'est l'édition de tous les records, puisque en comparaison à l'édition précédente qui était en Nouvelle-Zélande, qui est quand même l'autre grande terre du rugby, même si le bassin de population n'est pas tout à fait le même, avait été déjà un succès populaire, mais avait vendu seulement 125 000 billets. Donc vous voyez, aujourd'hui on était à 375 000 il y a quelques jours, on va très certainement dépasser les 400 000. Donc vous voyez, on a fait x3, presque x4 en termes d'affluence. Donc en termes d'audience aussi, on y reviendra sur les audiences télé. C'est quoi qu'il arrive une très grande réussite. Mais quand même, pour organiser tout ça, il faut dépenser beaucoup d'argent. Alors, est-ce que ces dépenses sont vouées à être à perte ? Est-ce que le modèle économique de cette Coupe du Monde est réplicable pour d'autres Coupes du Monde ? Ou c'est un peu un one-shot, entre guillemets ? Un one-shot, je crois pas. C'est le sens de l'histoire. Avec le rugby féminin et avec le sport féminin de façon générale, il faut se projeter à long terme. On est sur du moyen-long terme. D'abord, la mission de World Rugby, c'est de développer le rugby dans le monde. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, le rugby féminin, c'est un vrai levier de croissance pour nos fédérations. Pour ce qui concerne la Fédération française de rugby, on a fait x5 en termes de licenciés, x2 en termes de licenciés sur les 5 dernières années.
On est aujourd'hui à 50 000 licenciés filles, avec un objectif de passer à 100 000 sur les 3 prochaines saisons. Quand vous regardez le total de licenciés de la Fédération française de rugby, qui est un peu en dessous de 300 000, si ça augmente un peu du côté des femmes et de façon très significative, si ça augmente un peu du côté des hommes et de façon très significative du côté des femmes, vous voyez très rapidement, le rugby féminin va peser un tiers de licenciés. C'est colossal et c'est la vérité dans le monde du rugby pour ce qui nous concerne, mais au sens large dans le monde du sport. Donc c'est un relais de croissance pour les fédérations, le sport féminin, c'est une certitude. La question qui se pose, c'est le modèle économique et à quand les fédérations et les organisateurs ce que font les Anglais, c'est quand même, ils dépensent énormément d'argent, ils vont en perdre, non ? Bien sûr que c'est à perte, mais c'est pas compliqué. Aujourd'hui, les coûts d'organisation, que vous receviez un match masculin ou un match féminin, vous avez les mêmes. Les locations de stade, la sécurité, l'organisation, les productions télé. Mais les recettes sont pas du tout les mêmes, puisque là, World Rugby a fait le pari avec l'organisateur d'être très attractif, donc avec une offre de billetterie très attractive en termes de pricing. Et puis vous avez aussi le socle du rugby, le socle économique du rugby dont je parle souvent, qui est les relations publiques, et qui est un vrai enjeu dans les ressources et dans le modèle économique. Et ça, aujourd'hui, avec le rugby féminin, on est très très loin de ce qu'on a avec les garçons. Et je parlerai tout à l'heure des droits télé, et on a la même problématique sur les droits télé. Donc vous avez les mêmes charges et forcément vous n'avez pas du tout les mêmes recettes. Donc aujourd'hui c'est difficile d'équilibrer les modèles. Et vous avez un dernier point aussi qui est un peu plus anecdotique pour ce genre d'événement, qui concerne plus les clubs et les championnats domestiques. Mais c'est le merchandising. C'est qu'aujourd'hui vous avez un public qui s'éveille au sport féminin, mais qui dans les codes n'est pas du tout dans les modèles de consommation qu'on connaît dans le sport masculin. Et donc quand vous avez moins de recettes merchandising, moins de recettes de relations publiques, moins de recettes de droits télé et un prix moyen de billetterie qui est très dégradé, avec des charges quasiment identiques, forcément vous ne retrouvez pas vos petits. Ce que tu évoquais donc sur les droits télé, en termes de diffusion télé, chaque pays fait un peu comme il veut ou comme il peut. Comment on s'en sort en France ? Quelles sont les audiences, Félix Spanghero ? Alors, si on parle de cette compétition particulièrement, TF1 a fait un carton d'audience avec plus de 3 millions de téléspectateurs pour l'entrée dans la compétition des Françaises contre l'Italie. C'est colossal, hein. TF1 était premier en termes de part de marché sur cette tranche-là avec 22%. Donc c'est énorme. On voit qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe, mais qu'on pressentait, puisque de façon générale, ces dernières saisons, on sent que le rugby féminin fait recette pour les diffuseurs, notamment avec France Télé sur le tournoi, puisque vous avez sur le dernier tournoi destination un cumul de 15 millions de téléspectateurs sur le dernier tournoi, avec un gros pic forcément sur le crunch, mais ça donne des audiences moyennes qui sont très élevées et qui sont en constante augmentation. Et on retrouve cette évolution aussi dans les affluences dans les stades, puisque les filles jouent dans des stades de plus en plus grands, qui sont très souvent à guichet fermé. Donc voilà, cette croissance, elle est pérenne, mais encore une fois, l'équation aujourd'hui pour les organisateurs, les fédérations et les organisateurs des grandes compétitions, c'est de mieux le monétiser, mais ça va dans le sens de l'histoire. Aujourd'hui, on a un développement de licenciés, on a un développement de l'audience télé, on a un développement d'affluence dans les stades, donc le produit forcément va être servi par cet engouement, puisque des partenaires privés vont avec le temps vouloir de plus en plus s'associer à ces valeurs qui sont de belles valeurs. Deux dernières questions, Félix Spanghero. Le modèle sportif, il est critiqué, parce qu'il y a assez peu de matchs serrés lors de la phase de poule. Il y a eu le États-Unis-Australie 31-31 d'ailleurs qui était génial, le Italie-Afrique du Sud 24-29, mais c'est vrai que le reste des matchs sont quand même sur des scores assez larges. D'ailleurs, l'écart moyen était de 47 points dans la première journée de cette journée. C'est une statistique que nous apprend le journal L'Équipe. Mais est-ce que c'est un problème quand même que l'on a aussi un peu chez les hommes, peut-être à des degrés moins forts, mais tout de même, Coupe du Monde de rugby, forcément il y a des écarts, puisque le rugby n'est par essence pas encore totalement développé dans tous les pays du monde. Non, bien sûr, on le répète, on a un sport qui est quand même un peu difficile à jouer, qui a des spécificités, notamment sur le rugby à 15. C'est pour ça qu'on a essayé de mettre beaucoup de moyens sur le rugby à 7, qui était aussi un aspirateur à nouveaux profils et à nouveaux pays qui pouvaient le pratiquer plus simplement. Il y avait moins besoin de formation, moins besoin de différence de gabarit. C'est vrai que le rugby à 15 a des spécificités qui font que le développement est un peu plus difficile. Mais ça doit nous remettre aussi à notre place en termes d'humilité, parce que on a des moyens financiers importants,
important. La Coupe du monde de rugby masculine, c'est le 4e événement sportif au monde en termes d'impact médiatique et de recettes. Mais il en reste pas moins que chez les hommes, il y a une quinzaine, une petite vingtaine de pays qui sont compétitifs. Et chez les femmes, c'est même pas la moitié. Et donc la réalité aujourd'hui de notre sport, c'est celle-là. Et quand vous comparez ça à des sports majeurs, collectifs, que ce soit le foot, le hand, le volley, le basket, on est très très loin du compte en termes d'homogénéité. Et donc la réflexion de World Rugby, c'est bien sûr, je le répète, d'aider le développement, mais c'est en ça que quelque part cette Coupe du Monde, elle va perdre de l'argent, mais c'est un vrai investissement de la part de World Rugby, parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'en termes de croissance de licenciés, c'est les filles qui tirent vers le haut le rugby mondial. Bien sûr. Et comment le rugby français justement peut-il surfer? Est-ce qu'il y aura un héritage de cette Coupe du Monde pour le rugby français? Est-ce que ça dépend seulement du résultat des Bleus ou le travail est déjà fait? Il nous reste 30 secondes, Philippe. Le travail est déjà fait depuis quelques années. On le répète, l'évolution est très importante. On a trouvé des ressources à la fédération pour prendre sous contrat plus de filles pour qu'elles s'entraînent plus, qu'elles aient des conditions d'entraînement qui leur permettent d'être très compétitives et d'aller rivaliser, on espère, très vite avec ces Anglaises. Et la deuxième étape, c'est de mieux structurer l'économie avec les quelques clubs qui sont les plus gros pourvoyeurs de joueuses pour l'équipe nationale, pour trouver des formats qui permettent à ces filles de devenir au moins semi-professionnelles. Merci beaucoup Philippe Spanghero. Évidemment, ta chronique, on la retrouve tout au long du week-end, parce qu'on la rediffusera demain, et puis elle est à retrouver évidemment sur le compte YouTube de Sud Radio. Merci Philippe d'avoir été avec nous. D'ailleurs, les meilleurs extraits, c'est sur les réseaux sociaux de Sud Radio Rugby, sur Twitter, Facebook et Instagram. Merci Philippe. Ton petit pronostic, tiens, ce soir pour ce Vannes Angoulême. Pour le Vannes Angoulême, je pense que Angoulême va essayer de faire un bon match. En tous les cas, Soyaux, ils ont montré quand même dès ce début de saison qu'ils étaient quand même, Vannes en plus a loupé le coup à Brive la semaine dernière. Non, je vois Vannes quand même assez largement. Je vois un match très ouvert avec beaucoup de points, beaucoup d'essais, un 36 à 20 pour Vannes. Parfait, merci Philippe Spanghero. On te retrouve dimanche pour Au cœur de la mêlée. Merci beaucoup. Et